Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans notre émission hebdomadaire sur les réseaux sociaux. Vous Zoom consacré aujourd'hui à la 14e journée de Première Ligue. C'est la période des fêtes qui commence, une période de bons vœux, mais aussi une période avec énormément de matchs en Première Ligue puisqu'on va disputer 4 journées en l'espace maintenant de 17 jours. Ça commencera samedi, mais on va avant tout, bien sûr, revenir aussi sur les journées 12 et 13 qui viennent se terminer. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François, Frédéric et Christian. Bonjour à tous, tout va bien? Ça va bien. Bonjour Serge, bonjour tout le monde. Et on va commencer évidemment avec Jean-François, puisqu'on a commenté ensemble cette rencontre au sommet mercredi dernier, la victoire de Liverpool 2-1 face à Tottenham. C'était les deux leaders qui s'affrontaient. Alors, est-ce que pour vous, Jean-François, la meilleure équipe, celle qui a eu 24% de possession de balle, a perdu? Et c'est pas une blague. C'est une question. Vous faites référence à la déclaration de Mister José, je suppose, sur le Effectivement. match. Non, c'est-à-dire que vu l'histoire l'histoire de la rencontre, la manière dont ça s'est passé, je peux comprendre son interprétation du match. Après, je trouve que l'équipe qui a le plus joué dans cette confrontation, ça reste quand même Liverpool. Donc, je n'étais pas choqué non plus que Liverpool finisse par l'emporter, bien que ça se fait quand même sur pas un coup de dé, mais enfin bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir un petit peu sur l'aspect défensif de Tottenham dans un instant. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la discussion entre les deux, c'est-à-dire l'avis de Mourinho d'un côté et la réaction du Jürgen Klopp qui dit je pensais qu'il blaguait moi en fait. Et donc voilà, les deux entraîneurs étaient sur des planètes différentes. Maintenant, quand on connaît la planète de José Mourinho, on comprend évidemment qu'il est cet avis-là et qui disent non, nous, on a fait le match qu'il fallait. Et d'ailleurs, dans son esprit, ils ont fait le match qu'il fallait. Et donc, ils méritaient de le remporter. On rappelle quand même qu'ils ont quand même l'occasion de mener. Et je pense que s'ils mènent, à ce moment-là, le match est sans doute plié. Messieurs, est-ce que c'était pour vous le meilleur match de cette première partie de saison entre les deux meilleures équipes? Mais c'était un match de très haute voltige, très haute volée. Et moi, je trouve que c'est Liverpool qui en ressort grand gagnant parce que Mourinho, il est dans son style. On sait que pour lui, jouer, ça passe après faire des résultats. Je veux dire, lui, en tout cas, la façon de jouer dont nous, téléspectateurs neutres, on envisage le foot, c'est-à-dire quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce talent dans son équipe, je trouve que ce serait normal de penser à proposer autre chose que ce qu'il n'a fait en première mi-temps, mais c'est une habitude. Il s'est beaucoup brûlé en début de saison en jouant de la sorte. Rappelez-vous ce match face à Newcastle où ils mènent à 0 et à la mi-temps, ils reviennent et ils restent devant le rectangle en attendant le contre qui tue le match, qui n'arrive jamais. À la 94e, le ridicule ne tue pas, heureusement, ils sont tous toujours vivants. Ils perdent 2 points. Rappelez-vous, 3-0 à la 81e face à West Ham à domicile, 3-3. Le ridicule ne tue pas, tant mieux parce qu'on les aime bien quand même. Donc voilà, il a fait son taf et la preuve qu'il a raison, c'est qu'on parle de cette phrase d'après-match, alors que le match en lui-même, il y a 1 milliard de choses à dire. Mais bon, je pense aussi que Mourinho, il va tellement vite dans sa réflexion qu'à peine le match fini à Liverpool, il pense déjà au suivant. Donc voilà, il positive et il envoie un message à ses joueurs. Messieurs, voilà, moi je vous ai fait ce que vous avez demandé. Donc voilà, il a une approche du football qui est la sienne. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire des résultats. Il n'en a rien à kicker du spectacle et tout ça. Et moi, je dis, voilà, on n'a pas à juger. Cela dit, quand on voit les joueurs qu'il a à sa disposition, on se dit qu'il y aurait moyen quand même de produire un peu plus. En attendant, Christian, Liverpool est seul leader, a pris de l'avance maintenant sur ses plus proches poursuivants. On se souvient évidemment de ces résultats incroyables, cette défaite du côté d'Aston Villa, 7-2. Il y a eu beaucoup de blessés depuis, mais on voit quand même que Liverpool est bien positionné avant d'entamer cette période de fête et a vraiment retrouvé le bon rythme. Depuis la défaite, il y a les matchs à domicile où c'est carton plein, c'est 5 victoires sur 5 matchs. Et puis par contre, il y a un contraste. Il n'y a aucune défaite en déplacement, mais ce sont 4 matchs nuls. Donc voilà, il est dans un rythme de croisière et tout se passe bien pour eux pour le moment. Et on rappelle que c'est sans les défenseurs centraux, en tout cas, que sont Van Dijk, Gomez, même Matip était indisponible. Fabinho est obligé de jouer dans la défense. Thiago Alcantara est toujours indisponible. Donc, on peut se dire quand même que Liverpool va bien avec des jeunes joueurs aussi qui occupent des places importantes et qui répondent à l'appel. Donc, cette équipe va encore monter en puissance puisque les joueurs blessés vont revenir un moment, même si Van Dijk, ce sera un petit peu plus tard dans la saison, Jean-François.
Oui, c'est intéressant de voir que c'est dans un club comme celui-là, dans un club où malgré tout, on a déjà parlé de la manière dont la gestion était faite sur les transferts, etc. Je dirais que la gestion, cette fois, est faite pour introduire également des jeunes de l'académie, ce qui est aussi super intéressant comme modèle, je trouve, économique par rapport à ce que fait Liverpool aujourd'hui. Ils auraient probablement pu aller encore dépenser plein d'argent. Ils ont dépensé de l'argent, mais de manière assez ciblée avec Thiago Alcantara notamment, qui est supposé apporter quelque chose au niveau de l'entrejeu. Maintenant, pour le reste, moi, je suis impressionné par la prestation notamment du jeune Curtis Jones, là au milieu du terrain, dans le cœur du jeu, avec un rôle important, avec des prises de responsabilités importantes. Ça colle assez bien à ce que le jeune footballeur doit être aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je dis jeune footballeur, c'est un gars de 19 ans. Hein. Donc, aujourd'hui, on a des gars de 19 ans, de 20 ans, qui, à Liverpool, mais ailleurs aussi, sont en train de presque tirer les équipes vers le haut. Donc, voilà, une conclusion à tout ça. Il faut, en football, être performant de plus en plus jeune. Et donc, on attend beaucoup des jeunes joueurs, on attend beaucoup de Kirsty Jones et on attend beaucoup de Williams derrière. Et voilà, je ne sais pas si c'est bien, je dis simplement que c'est un constat. En tout cas, Liverpool se déplace samedi à 13h30. C'est l'horaire préféré de Jürgen Klopp. Jouer le premier match en début d'après-midi le samedi. Déplacement à Crystal Palace, ce sera pas facile. On a vu aussi dans le tableau de Christian que Liverpool reste sur des partages en déplacement. Christian, est-ce qu'on peut faire le bilan des journées 12 et des journées 13? Harry Kane qui conforte sa première place comme meilleur passeur avec 10 assists devant Kevin De Bruyne à 6. Au niveau de la moyenne des buts marqués, ça diminue un peu par rapport à la semaine passée. Par contre, les victoires à domicile commencent à rattraper les victoires en déplacement. Donc, ça se normalise de plus en plus, on va y arriver. Et on a quelques partages en plus. Donc, voilà, un peu les changements pendant ces 2 journées-là. Alors, lors de la journée 12, il n'y a pas d'équipe du Big Six qui l'a emporté. Il y a notamment quelques candidats au titre qui calent. Chelsea, 0/6. Manchester City, 2 points sur les 2 derniers matchs. Un partage dans le derby de Manchester et face à West Brom. Que dire de ces 2 équipes qui connaissent un creux pour le moment, Frédéric? Que ça peut arriver, notamment du côté de Chelsea, où on sait que cette jeunesse de Chelsea est capable du meilleur, comme je ne veux même pas dire du pire, mais du moins bon. C'est un peu dans la tendance actuelle, c'est que y a personne qui survole, quoi, comme c'était l'année dernière. Quand on regarde depuis la reprise, il y a un truc de fou. Je suppose qu'on va parler de Manchester United tout à l'heure. Mais il y a un truc de fou depuis la reprise au mois de juin. Vous savez que c'est Manchester United qui a pris le plus de points. Il a pris plus de points que Manchester City, que Tottenham, que Liverpool, que Southampton. Alors qu'on dit que cette équipe, une semaine sur 2, on dit que cette équipe est en crise, puisque chaque fois qu'elle joue à domicile, on se rend compte qu'il manque quelque chose, quoi. Donc c'est quelque chose d'ahurissant. Maintenant, cette saison-ci, je pense que ça va être pratiquement jusqu'au bout comme ça. Il y aura pas vraiment, je pense, de grandes séries de 10 victoires consécutives. Pourquoi? Parce que il y a l'aspect, bien sûr, blessure. Et pour rebondir sur ce que disait Jean-François, moi je pense que c'est quelque part c'est le grand positif de cette période où il y a beaucoup de blessés, c'est que les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent et ils doivent être performants directement. Et dans ce cadre-là, petite parenthèse, je trouve que déjà au niveau de ces achats, Klopp est fabuleux. Mais en plus, quand on voit les jeunes, quand ils arrivent, ce qu'ils donnent tout de suite, quand on voit Curtis Jones, vous aviez raison de le signaler, ce mec, c'est Henderson en mieux, alors qu'il a 30 ans de moins, j'exagère à peine. Voilà, c'est la gestion, je pense, au niveau mental de Klopp, et le jeune Williams, ces gamins jouent comme des tauliers, quoi. Et justement, Frédéric, c'est vrai, il n'y a pas eu de préparation, un calendrier spécial, pas de public, une influence évidemment sur les résultats, mais de voir Southampton 3e, Leicester 4e et Everton 5e, est-ce qu'on peut dire que c'est une bouffée d'oxygène dans un championnat qui est plus ouvert que jamais, Jean-François? Oui, sûrement. Après, je voudrais bien qu'on regarde peut-être le football cette année-ci par un autre prisme, parce que c'est pas qu'en Angleterre que c'est comme ça. C'est partout comme ça. On connaît ça chez nous, on connaît ça en Italie, on connaît ça en Espagne, on connaît ça en Allemagne, avec une exception par-ci par-là. Mais voilà, c'est une année qui nous propose peut-être quelque chose de particulier, c'est que les équipes qui avaient l'habitude de mener par 10 points d'avance à cette période-ci de l'année déjà, ça
c'est pas le cas. Et je trouve ça à la fois intéressant, mais je trouve aussi que dans l'analyse aujourd'hui, parce que souvent, Fred vient de le dire maintenant, hein, une semaine c'est bon, l'autre semaine c'est pas bon, etc. Donc, et dans l'analyse, la manière dont on va analyser aujourd'hui, je pense que l'analyse que vont faire les responsables de club aujourd'hui doit être beaucoup plus pointue cette année-ci que ne l'a été les autres années. C'est-à-dire de vraiment aller chercher les indicateurs positifs, négatifs, de faire la balance, de faire l'évaluation. Mais c'est partout aujourd'hui qu'on fait le même constat. Il y a quand même quelque chose d'étonnant dans cette saison tellement spéciale, c'est qu'on a dû attendre la 13e journée pour voir le premier manager licencié. C'est Bilic qui, après pourtant un bon point pris du côté de Manchester City, a été remercié par les dirigeants de West Brom et remplacé par le sulfureux Big Sam Allardyce. Bon, on sait qu'il n'a jamais été relégué en Première Ligue, c'est son de mémoire 9e club, c'est clair, mais bon, il a 66 ans, c'est un entraîneur qui prône plutôt le kick and rush et qui a aussi trempé dans de drôles d'affaires. Est-ce que ça vous a surpris ce retour de Big Sam? Malheureusement, non. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de propriétaires de clubs viennent de très loin, sont des hommes d'affaires, sont des hommes qui regardent les chiffres, qui regardent les bilans et qu'est-ce qu'ils voient. Sam Allardyce, plus de 500 matchs de Première Ligue, donc c'est pas une inconnue pour lui l'endroit où il arrive et surtout il n'a jamais été relégué, en tout cas en Première Ligue. Donc voilà, et ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à kicker, que cet homme a des casseroles. Voilà, c'est du pragmatisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs portés vers un autre football. Maintenant, ça ne nous regarde pas. Ces gens-là, voilà, la manne financière de la Première Ligue, ça reste intéressant, même si, et surtout, il faut tenir aussi compte du fait, je pense que les clubs de Première Ligue perdent à peu près 100 millions de livres par mois. Un propriétaire chinois du côté de West Brom qui veut évidemment absolument que le club reste en Première Ligue pour pouvoir le vendre dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'annoncé par la presse anglaise, Jean-François. Oui, Serge, on est dans une période de bulle. Hein. Alors, on va dire que le football est dans une vraie bulle, c'est-à-dire qu'en fait, on peut à peu près tout se permettre dans le football. C'est pas grave. Il y a un moment donné où vous allez trouver quelqu'un qui va vous trouver toutes les bonnes raisons du monde pour vous engager. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je trouve dommage, c'est-à-dire que souvent le football sert d'exemple pour dire, voilà, c'est le monde du sport, là non. Dimanche, premier match de Sam Allardyce à la tête de West Brom, ce sera on va dire le derby de Birmingham face à Aston Villa, dimanche à 20h15. On passe maintenant au focus du week-end, le match principal qui va opposer dimanche à partir de 15h15 Tottenham à Leicester. C'est le deuxième face au quatrième et Tottenham qui va donc essayer d'enchaîner après cette défaite à Liverpool dans cette rencontre au sommet face à Leicester. Et on peut dire que José Mourinho va utiliser tout le côté positif de ce match à Liverpool pour motiver ses joueurs face à Leicester, Frédéric. Vous savez que cette saison, Leicester a été plus de jours en tête que Tottenham. Bon, ça peut paraître ahurissant, c'était au début de saison, mais ces deux équipes ont trusté la première place pendant la moitié de la saison jusqu'à présent. Donc ça veut dire quelque chose. Malheureusement, on parlait tout à l'heure des belles surprises, tel Southampton, tel Leicester, mais ça paraît un peu léger, je pense, que pour tenir la durée sur le championnat. En attendant, sur un seul match, cette équipe est capable de beaucoup de choses, mais malheureusement pour eux, c'est le souffre-douleur préféré d'un certain Harry Kane, puisqu'il faut savoir qu'Harry Kane, c'est l'équipe contre laquelle il a le plus marqué. Il marque pratiquement à chaque fois. Voilà. Maintenant, je pense que Leicester a une conception du football rêvée pour José Mourinho. C'est une équipe qui a tendance à jouer vers l'avant et Mourinho n'attend que ça. Donc voilà, ça va être compliqué pour Leicester, je pense. Alors Christian, Tottenham a la meilleure défense malgré les 2 buts encaissés du côté de Liverpool. Par contre, on peut remarquer cette saison que cette défense est vulnérable à certains moments clés des rencontres. On avait vu les autres semaines, voilà, ça se confirme. On est toujours dans ce bilan sur phase arrêt défensive, donc ils sont toujours très forts de plein jeu. Ils sont les premiers au niveau du pourcentage de buts encaissés de plein jeu. Par contre, ils sont les derniers au niveau des buts encaissés sur phase arrêtée. C'est déjà 8 buts cette saison sur phase arrêtée, dont 4 encaissés au-delà de la 90e minute. Alors, on voit sur l'infographie les différents endroits. Il y avait donc contre Crystal Palace un coup franc et direct sur ce côté gauche dans cette deuxième zone qui est venu s'ajouter. Et il y a le corner à la 90e contre Liverpool. Donc, c'est toujours quelque chose de récurrent et qui doit être amélioré parce que d'un point de vue
d'un point de vue de cadenassage de plein jeu défensif, c'est évidemment jusqu'à présent exceptionnel dans leur performance. Jean-François, comment peut-on interpréter ces chiffres et comment un entraîneur peut-il trouver des solutions face à ces problèmes-là? Déjà, je regardais un petit peu. Tottenham, c'est donc, il joue l'individuel sur phase arrêtée. Déjà, retirons peut-être une observation, c'est que, parce que je pense qu'on va parler à un moment donné aussi de Leicester sur les phases arrêtées notamment, mais qu'on joue l'individuel ou qu'on joue la zone, aujourd'hui, le débat, c'est pas celui-là. Le débat, c'est il faut être cohérent avec ce qu'on fait. Or, quand on voit le but qui a été encaissé, il y a un marquage individuel. Dans le marquage individuel, il y a une chose, évidemment, dont il faut éviter, c'est il y a quand même une présence athlétique à avoir. Et dans ce cas-ci, le buteur s'est retrouvé complètement seul. Et donc, ça, c'est une faute, c'est une erreur de cohérence par rapport au choix de jouer l'individuel. Donc, mais ça se répète. Alors, comment arriver c'est très compliqué, à part dire c'était toi parce que c'était ton homme et tu devais le tenir. Mais comme ça se répète, si l'entraîneur veut améliorer ça, je suis assez étonné d'ailleurs que ça se passe avec José Mourinho, parce qu'en principe, je suppose que il le sait d'abord. Deux, il connaît suffisamment le football que pour pouvoir, en tout cas, donner des instructions. Mais l'instruction principale à donner, c'est les gars, plus de concentration dans les phases arrêtées, défensives, et au fil de la rencontre aussi. C'est pas normal d'encaisser dans le temps additionnel de façon aussi récurrente et sur phase arrêtée. Je veux dire, comme disait ma grand-mère, tout se paye dans la vie. Alors, quand tu décides, dès que tu mènes, de jouer à ton rectangle, de laisser 70% de possession du ballon à l'adversaire, l'adversaire a souvent le ballon, et quand tu joues contre des joueurs comme Liverpool, ils savent le manier. Donc, tu commets beaucoup de fautes dans ta zone défensive. Donc, quelque part, quand tu privilégies de jouer bas, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de buts sur phase de jeu, mais c'est normal qu'on concède beaucoup de fautes aux abords de ton rectangle. Donc, tu concèdes beaucoup de phases arrêtées, et donc, finalement, tu encaisses des buts, quoi. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas de système idéal. Donc, que ce soit l'individuel, la zone ou même l'aspect mixte des deux, il y a chaque fois quelque chose qui peut être utilisé. Et il y avait une contestation à la fin du match de mercredi où il y avait un possible écran ou une possible faute qui a libéré le joueur. Et là, c'est justement l'aspect principal du marquage individuel, c'est que quand plusieurs joueurs font des courses différentes en changeant de zone, à un certain moment, on ne sait pas voir la trajectoire de course de tous les joueurs. Et ça a été percuté. Il y a eu, je crois, un match avec Leeds où aussi il y a le défenseur central, il s'est retrouvé à terre parce qu'il y a un autre joueur qui a coupé la course et il lui a fait un écran volontaire ou involontaire, parce que c'est aussi une manière d'utiliser légalement ou illégalement la manière de pouvoir libérer. Mais là, on voit que le joueur qui était en marquage se retrouve au sol et l'autre, le joueur qui marque, est tout seul. Donc, c'est un aspect négatif de l'aspect individuel. Dans l'aspect collectif, il n'y a pas ce problème de marquage, mais il y a un problème où les joueurs peuvent venir de loin, de deuxième zone, et donc c'est très difficile à défendre contre des gens qui viennent en pleine vitesse. Donc, il y a comment résoudre ça? Il y a probablement, ils vont le trouver dans les prochaines semaines. Alors, si José Mourinho peut se permettre de défendre aussi bas, de bloquer le maximum d'espace et de refuser quasiment d'avoir le ballon, c'est parce que devant, il y a un duo absolument extraordinaire. On en parle depuis le début de la saison. Mais là, ils sont vraiment en route pour devenir le meilleur duo de l'histoire de la Première Ligue, Christian, avec des chiffres incroyables. J'ai un peu regardé depuis que Vision du Jeu existe, c'est-à-dire 11 saisons de Première Ligue. Ils sont actuellement en fait à 32 buts communs. Ça veut dire qu'ils sont impliqués l'un et l'autre dans le même but depuis qu'ils jouent ensemble. Et donc, ils ne jouent pas ensemble depuis 11 ans. Et précédemment, la paire qui était la plus prolifique, c'était Agüero avec David Silva avec 31. Donc, ils les ont dépassés. Christian, pour l'avoir lu il y a quelques jours, je pense que le record, c'est 15 buts entre Alan Shearer et Chris Sutton, mais alors au début des années 90. D'accord. Voilà. Là, malheureusement, je ne peux pas vous confirmer ça, mais je vous fais confiance, Serge. Et donc, cette saison, ils sont déjà en fait à 20 buts. Donc, si on cumule leurs 2 buts à 20 buts, donc 12 communs. Donc, c'est quand même 80% des buts de Tottenham en Première Ligue. On avait déjà évoqué ça dans des Zooms précédents. Attention, tant que ça fonctionne, c'est magnifique. Mais s'il y a un blessé ou s'il y a un joueur qui est en méforme, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le rythme ou est-ce qu'ils vont avoir des alternatives? On l'a vu où Bergwijn a eu 2 possibilités en face à face ce week-end
et il les a pas exploités. Vous voyez, ces deux joueurs seront évidemment une menace importante pour Leicester. Quatrième pour le moment, mais une équipe quand même à deux visages avec quelques défaites plutôt embêtantes lors de ces dernières journées. Et Christian, là aussi, un souci sur phase arrêtée. Où on va quand même montrer leur performance contre le top 7. Ils ont 3 matchs contre le top 7. Ils ont 3 défaites, ils ont 0 but marqué et 8 buts encaissés. Et on peut voir la manière dont les buts ont été encaissés. Donc, il y a des buts qui viennent de très loin. Il y a des buts qui passent par l'axe. Il y a des buts sur phase arrêtée. Donc, ils ont un réel problème à gérer ces matchs-là. Il faut quand même savoir que cette équipe n'a pas de match nul. C'est ou gagner ou perdre cette saison. Avec notamment des défaites à domicile au cours des dernières journées. C'était face à Fulham. Et puis, il y a quelques jours, cette défaite face à Everton. Et on le disait donc, comme Tottenham, quelques soucis aussi sur les phases arrêtées défensives. Même un but de plus que Tottenham au niveau des buts encaissés sur phase arrêtée. C'est très étonnant. Il y en a 4 de la tête. Donc là aussi, par rapport à ce qu'on discutait précédemment, il y a des réglages à faire parce que si le jeu aérien ne fonctionne pas défensivement, c'est la moitié des buts encaissés sur phase arrêtée. Le seul, je vais dire, point positif, 50-50, c'est qu'ils ont encaissé leur but sur phase arrêtée dans 7 matchs différents, mais il y a eu comme conséquence que 3 défaites. Alors voilà, vous voyez sur l'infographie, c'est 4 corners de la gauche, 3 corners de la droite, un penalty et un coup franc direct, comme Tottenham dans cette zone à gauche, en deuxième zone. Frédéric, est-ce que vous pensez vraiment que Leicester va vouloir avoir le ballon dans cette rencontre, connaissant l'adversaire? Je pense que Rodgers n'est pas le genre d'entraîneur à nier ses principes et surtout ce qui fait une de ses forces, c'est-à-dire qu'on ne change pratiquement jamais de système. Oui, je pense qu'il y a moyen de garder son principe tout en ayant un œil, et même les deux, sur la façon dont va jouer l'adversaire. Ils savent très bien comment Tottenham va jouer, comment ils vont tenter de les prendre. Maintenant, est-ce qu'on peut, comme ça, sur un match, décider de tenter, en tout cas, de laisser le ballon à l'adversaire qui n'en voudra pas? Oui, je pense qu'ils vont jouer leur football, mais évidemment, en prenant aucun risque défensif, peut-être en jouant un petit peu plus bas, mais la Cernier à la hauteur de ton bloc. Donc, je pense pas qu'ils vont changer grand-chose, mais évidemment, ils vont faire attention. Et je voudrais revenir sur les phases arrêtées. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que c'est la plus mauvaise équipe sur les phases arrêtées, les buts encaissés, et que l'an dernier, c'était la meilleure, quoi. L'an dernier, ils en avaient pris 6, ils en ont déjà pris 8, je crois, d'après les stats. Et moi, je me dis que, rappelez-vous, la stabilité défensive l'an dernier, c'était Soyuncu, c'était Evans. Là, ils sont blessés tous les deux, donc on mène Didi derrière. Voilà, je pense que ça joue aussi les joueurs qui sont là, les automatismes aussi sur phase arrêtée défensive. Donc voilà, Je voulais quand même préciser qu'en regardant les modèles de jeu, il faut savoir que Leicester est devant Liverpool en termes de buts marqués sur jeu posé. Donc, comme dit Serge, je pense qu'il y a une vraie volonté de vouloir avoir le ballon. Et comme on l'avait montré en début de saison, il y avait pratiquement l'origine des buts était tout le temps dans les 35 derniers mètres. Il faut quand même se rappeler, après les 2 défaites en début de saison, quand ils ont été à Arsenal, ils ont quand même refusé le ballon complètement pendant tout le match. Et ils ont attendu de faire le double changement Vardy-Under pour pouvoir marquer sur une reconversion rapide et gagner 0-1 et remettre un peu le calme et la stabilité dans l'équipe après 2 défaites. Donc, est-ce qu'il va ici, ce serait quand même magnifique de pouvoir laisser le ballon à José Mourinho qui finalement, lui, en veut pas, et voir qu'il y a moyen de les surprendre et d'utiliser le même jeu que Tottenham pour essayer de surprendre cette équipe. Ce serait chouette de voir ça en tout cas. Le dernier mot après le dernier, maintenant pour Jean-François. C'est pas ça. En fait, vous êtes en train de nous expliquer que le ballon va rester au milieu et personne ne va vouloir le prendre, en fait. Et tout le monde va tourner autour. Voilà. On a des entraîneurs qui n'ont pas de plan B. Eux, ils vont décider de ne pas avoir de plan A, en fait. D'accord. Bon, rien que pour ça, il faudra regarder cette rencontre programmée donc dimanche à 15h15. Vous pourrez voir les 10 rencontres programmées ce week-end en Première Ligue sur Vous Sport World et on va faire un round-up avec pas mal de rencontres intéressantes, à commencer par celle qui samedi opposera à 16h Southampton à Manchester City. Alors Manchester City, on pensait que ça allait mieux et puis là, de nouveau, on a l'impression que cette équipe est en difficulté. C'est 5 victoires seulement en 12 matchs et si on regarde le total du but marqué, c'est 17 buts marqués de moins qu'au même moment la saison dernière. Un constat toujours aussi cinglant, Jean-François.
Oui, il y a quelque chose enfin, qui est en tout cas une conclusion à tirer des faits qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de rapport direct entre le budget dépensé et les résultats obtenus. Donc voilà, dans le cas de City, c'est une belle leçon pour tous ceux qui veulent construire uniquement avec des sous. Donc moi, je suis curieux de voir, en fait, ce qui m'interpelle, c'est de voir comment est-ce que Pep Guardiola aujourd'hui il a quand même le statut de meilleur entraîneur du monde, hein. Donc bon. Peut-être que tout le monde ne le partage pas, mais alors je suis très intéressé de voir comment le meilleur entraîneur du monde va trouver les solutions avec quand même une équipe. Alors bien sûr, il est touché comme tout le monde par des absences, etc. Enfin, il a encore un noyau à sa disposition qui est quand même impressionnant. Donc, quand va-t-il trouver des solutions? Quand va-t-il trouver le moyen de stabiliser son équipe? Parce qu'il y a une chose qui apparaît quand même étonnante, c'est ce rapport entre les buts encaissés et les buts marqués. Ça, c'est 18-12 pour une équipe comme Manchester City, c'est hallucinant. Alors, ce qui est interpellant dans le parcours cette saison de Manchester City, Christian, c'est le nombre très peu élevé, voire famélique, de victoires face à des concurrents directs. Et on voit en fait qu'il y a très peu de verts au-dessus de cette ligne rouge. Il y a une victoire, 1-3 à Wolverhampton, et c'est tout. Et donc, ça représente une victoire, 4 partages et 2 défaites. Par contre, en dessous de cette ligne rouge, évidemment, mais ce sont toutes des équipes qui sont mal classées pour le moment. Ça se passe très bien. Avec quand même, il faut quand même noter que c'est quand même en dessous de la ligne rouge, c'est quand même 4 matchs qui ont été joués à domicile. Donc, il leur reste encore la difficulté d'aller les jouer là-bas. Et un mot rapide sur Southampton. Frédéric, vous avez commenté la rencontre des Saints en déplacement à Arsenal il y a quelques jours. Ben moi, j'ai compris pourquoi probablement Southampton ne jouera pas pour le titre, jouera au maximum pour le top 4. C'est parce ils se sont abaissés au niveau de leur adversaire. Donc, ils étaient nettement supérieurs. Et là, c'est la première fois que je suis déçu par cette équipe qui, quels que soient ses résultats, il se passe quelque chose avec cette équipe parce que voilà, c'est encore une équipe avec un entraîneur qui a une philosophie de jeu, qui l'applique chaque semaine, qui ne change pas grand-chose. C'est vers l'avant, c'est à l'allemande, même s'il est autrichien. C'est une équipe séduisante, avec des tauliers, avec des joueurs qui savent comment tourne la première ligue. Et là, ils étaient, enfin, en premier mi-temps, Arsenal est une équipe de Ligue 1. C'était pathétique à voir et ils n'ont pas enfoncé le clou. Et ils sont tombés dans la facilité. C'est très surprenant. Pourtant, c'est une équipe au niveau mental qui est remarquable. Et bon, il y a des matchs comme cela. Même, ils ont été presque pendant 25 minutes avec un nombre de plus et on n'a pas vu grand-chose en plus. Voilà. Donc, tant mieux pour Arsenal qui, franchement, c'est très, très, comment est-ce qu'on dit? C'est très inquiétant, hein, cette équipe d'Arsenal. C'était pathétique, vraiment pathétique. Et bon, la leçon du truc, c'est que imaginez que normalement Southampton aurait dû toujours gagner, ils seraient devant Tottenham au classement, ils n'ont pas fait. On enchaîne avec Arsenal dont on vient de parler, qui se déplace à Everton samedi 18h30 et on constate que après un creux pour Everton avec pas mal de blessés et quelques résultats décevants, ça va mieux 6/6 face à Chelsea et puis du côté de Leicester, on peut dire que Everton est relancé. Jean-François. Oui, ils sont 5e, ils sont 25 points, donc ils sont bien, je pense que dans ce qui avait été tracé comme objectif pour la saison, je pense qu'ils sont pas trop mal. C'est le match que je commenterai ce week-end. Donc là, merci Fred de m'avoir tellement encouragé sur Arsenal. Je suis motivé, mais comme jamais, d'aller commenter une équipe de Ligue 1. Donc, il y a un défi quand même pour Arsenal, c'est de terminer la rencontre à 11 cette fois-ci. C'est terminé, oui, double challenge, c'est vrai. Mais non, ce qui va m'interpeller dans cette rencontre, c'est surtout de voir, encore une fois, comment est-ce que Arteta enfin, qu'est-ce qu'il va trouver, quoi? Qu'est-ce qu'il va sortir de son chapeau? Et puis surtout, combien de temps ça va tenir, cette histoire? C'est ça aussi. J'annonce aux dirigeants d'Arsenal que malheureusement, Sam Allardyce s'est pris, donc pour jouer le maintien, ils ne pourront pas aller le chercher. Ça c'est un coup bas. Ça, je suis désolé, Jean-François, c'est un coup bas. Non, mais allez, sincèrement, quand vous êtes supporter aujourd'hui d'Arsenal, vous souffrez, quoi. Et Christian, vous allez ponctuer ce teaser magnifique pour Everton Arsenal. 2 semaines, Richarlison à l'A6 la semaine passée, buteur lors du dernier match. Donc, joueur très très important pour nourrir Calvert-Lewin et aussi pour mener de front l'attaque d'Everton. Et puis pour Arsenal, il reste Harry Redknapp, Harry Houdini qui peut venir faire des miracles là-bas. Voilà.
Bon, la plupart des rencontres vont se jouer à huis clos. On peut le regretter, mais il y a des matchs qui donnent encore plus de regrets que d'autres qui vont se jouer sans public, notamment celui qui va opposer Manchester United à Leeds. C'est dimanche à 17h30. Et là, c'est une des grosses rivalités de l'histoire du football anglais. Il y a eu évidemment plein d'épisodes. Celui notamment d'Eric Cantona qui était passé de Leeds à Manchester United dans les années 90. Donc, c'est un gros match. Et Christian, on va parler de cette équipe de United. On en a parlé maintenant depuis le début de la saison. On a donné l'étiquette schizophrénique en déplacement à domicile. Oui. C'est tout à fait différent et ils l'ont montré encore du côté de Sheffield United jeudi soir. Le bilan, on continue avec le bilan à l'extérieur. On le montre quasiment toutes les deux émissions et on voit que c'est exceptionnel en déplacement. D'ailleurs, Fred l'évoquait dans la préparation. Il y a des records qui sont battus. Il y a 6 matchs, 18 points, 0 clean sheet. Dans tous les matchs, ils ont encaissé en premier. Ils en ont marqué 19. Et ils en ont encaissé 9. Il faut quand même savoir qu'ils en ont marqué que 3 à domicile. Et il y a dans chaque match minimum 3 buts. Alors avec des joueurs efficaces exceptionnellement en déplacement. Bruno Fernandes, 9 fois efficace. Marcus Rashford qui est 2 fois efficace hier de nouveau, 9 fois aussi. Et alors il y a Edison Cavani et Anthony Martial aussi qui commence à pointer le bout du nez pour cette équipe en déplacement. Maintenant, s'ils augmentent de 30% leur performance à domicile, ils vont être vraiment un candidat sérieux au titre. Justement, est-ce que, messieurs, on peut dire que c'est un candidat au titre? Pour le moment, ils ont 23 points avec un match de moins. S'ils le gagnent, c'est un match du côté de Burnley. On ne sait pas encore quand il est programmé, mais il serait virtuellement, en tout cas, deuxième à 2 petits points du leader Liverpool. Donc, il faut en faire un candidat au titre. Ben, si le public revient, c'est un candidat au titre, c'est certain, parce qu'on a parlé de leurs problèmes à domicile, mais il y a une telle qualité hier, dans les 30 mètres adverses, la qualité technique, le talent de Rashford, de Martial et hier de Pogba, cette équipe est très, très, très dangereuse. Et Dieu sait si je suis le premier à taper sur Pogba, mais comme il a joué hier, cette équipe prend une dimension supplémentaire. C'est un vrai leader footballistique, je vais dire. On a mis un petit peu Leeds de côté dans l'émission ces dernières semaines. Bon, c'est une équipe qui encaisse beaucoup, mais qui s'est marquée, on l'a vu aussi, face à Newcastle. Donc, c'est un match où, normalement, il devrait y avoir des buts. Ce qui fait ce match, en fait, c'est que cette équipe de Leeds, malgré tout, a un jeu très ouvert. Enfin, cette envie quand même de jouer, de proposer des choses. Je dirais très naïf même parfois, mais ça fait le spectacle. Peut-être, mais la naïveté fait le spectacle aussi parfois dans un match. Donc voilà, mais je pense que connaissant peut-être, alors ça c'est peut-être une manière d'envisager la rencontre de ce week-end, mais connaissant justement les doutes que peut connaître Manchester à domicile, je suis pas Bielsa, mais si je pouvais, en tout cas, avoir une idée, ce serait de dire pourquoi pas les pousser là où ça fait mal, c'est-à-dire d'essayer justement de les faire douter, parce qu'à domicile, je signale quand même que, parce qu'on dit Manchester United sur les 6 derniers matchs, c'est 5 victoires et un partage, mais sur les 2 derniers matchs à domicile, c'est une toute petite victoire contre WBA un peu poussive, et alors le 0-0 dans le fameux derby de Manchester. Donc je pense que c'est une rencontre qui peut être de nouveau une rencontre surprise. Bon, et on termine donc avec, dans ce round-up, le derby de Londres, lundi à 21h, un derby londonien, en tout cas entre Chelsea et West Ham. Chelsea, 0 points sur 6. Et vous parliez de City qui n'a pas battu une équipe de top 14. Chelsea n'a pas encore battu une équipe du top 10 cette saison. Là, il faudra absolument se relancer face à une équipe de West Ham, toujours compliquée à jouer cette saison, Frédéric. Oui, West Ham, bon, c'est aussi un peu inconsistant, mais c'est costaud. Hein. Quand on est dans un bon jour, cette équipe de West Ham, on se demande comment c'est possible avec Moyes. Bon, je rigole, bien sûr, on l'adore. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça devient intéressant. Leur classement est intéressant. Je pense que les affres, comme l'an dernier, de la relégation n'existent pas. Jean-François, je vous ai entendu dire dans cette émission quelque chose de très rassurant. C'est pas parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour des joueurs qu'on a une bonne équipe. On peut se poser la question pour Chelsea. C'est l'équipe qui a dépensé le plus, évidemment, durant le mercato. Oui, et avec une 7e place à la clé pour l'instant. Donc, ça veut dire que c'est pas, voilà. Bon, après, j'apprécie l'équipe, j'apprécie les joueurs qu'ils ont transférés. On a quand même déjà signalé par le passé que les choix qui ont été faits étaient principalement tournés vers l'offensive. Et que voilà, donc elle doit encore me convaincre, cette équipe de Chelsea, pas sur le fait que je pense qu'ils ont des bons joueurs, je pense que c'est un bon entraîneur, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place, etc. Mais je pense aussi qu'ils sont
ils sont instables. Et donc, cette instabilité-là, il est temps de la cadrer pour aller se mêler à une lutte pour le titre, puisque c'était quand même un petit peu l'objectif, hein, en dépensant autant d'argent. Donc, on peut dire que l'équipe la plus régulière en Première Ligue pour le moment, bah, c'est celle de vous Sport World, puisque vous aurez les 10 rencontres ce week-end de samedi 13h30 jusqu'à lundi, coup d'envoi du dernier match, donc Chelsea-West Ham à 21h. Merci Christian, merci Jean-François, merci Frédéric. Alors, si vous n'avez plus rien à dire, on peut conclure l'émission. Non, non, non. Alors, moi, j'ai quelque chose à dire. Oui, Frédéric? Non, je dis salut, au revoir. Ben voilà, bon week-end de Première Ligue et à la semaine prochaine. Bye bye.